Donc oui, on enchaîne après Mayotte. Salut Renaud. On enchaîne du coup pour expliquer aux Antilles où les problématiques sont proches. Du coup, je vais essayer de décrire les problématiques spécifiques qui sont présentées avec l'ECMO pédiatrique. Donc aussi le contexte géographique. Alors nous, c'est un petit peu moins loin de La Réunion. À Paris, on a nos centres ECMO pédiatrique référents, les centres de chirurgie cardiaque pédiatrique et notre UMAC pédiatrique référente à Trousseau. Et on est à peu près à 7000 km de notre centre à Fort-de-France, qui est le centre régional où sont centralisés le service de chirurgie cardiaque, qui est ancien, avec 250 CEC à peu près, notre UMAC régional qui est expérimenté chez l'adulte depuis 10 ans, qui fait à peu près 50 procédures annuelles en comptant les transatlantiques, le service de réanimation pédiatrique grand enfant SCP, qui a également une dizaine d'années, et qui est le seul régional, et le centre de cardiopédiatrie et de cardiopédiatrie interventionnelle, qui est également le seul régional. Et à 1500 km de là, un petit peu comme Mayotte, il y a les centres hospitaliers de Guyane, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, où vivent la majorité de la population pédiatrique régionale. Alors, localement ou régionalement, la zone couverte par l'UMAC, ce sont les îles du Nord, Saint-Barth, Saint-Martin, qui sont centralisées à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, qui se situe à 188 km de nous, et la Guyane à 1400 km. La Guyane est un territoire énorme et ça nous fait à peu près un bassin de population de plus d'1 million d'habitants. On intervient aussi sur des conventions internationales sur les îles voisines, la Dominique, Sainte-Lucie ou la Barbade, par exemple. Alors, comment on a cheminé vers la pédiatrie? Eh bien, ça s'est présenté en 2017. Notre UMAC existe depuis 2010 et est bien rodé. En 2017, on a été confronté à une enfant de 11 kilos qui avait inhalé un M&M's quelques semaines avant, qui a évolué en SDRA réfractaire. Nous avons implanté un peu tardivement, en réanimation pédiatrique pour la première fois de l'histoire de l'UMAC. Et on a été confronté à notre première problématique qui a été où mener une ECMO pédiatrique entre une réanimation pédiatrique où le personnel médical et paramédical n'est pas formé à l'ECMO, ou la réanimation adulte qui ne veut pas voir des enfants. Une fois implanté, on nous a dégagé une réanimation adulte qui ont vu arriver cet enfant sous ECMO, qui nous a mis au sens propre du terme dans le premier avion vers Trousseau. On l'a évassané sans problème puisqu'on avait pu implanter à 11 kg sur la cardioïde. L'évolution avait été favorable à Trousseau puis à Necker et nous l'ont renvoyé. Ensuite, dans la même année, à la fin de l'année, là, on est confronté à une inhalation méconiale chez un enfant nouveau-né à terme de 3 kg qui a évolué en SDRA très sévère avec hypoxémie, hypertension pulmonaire réfractaire. Et nous avons décidé de tenter l'ECMO. Nous l'avons implanté sur la CardioSafe Xenios. On s'est retrouvé dans cette situation en réanimation pédiatrique. Et là, toutes nos problématiques nous ont sauté à la figure. Donc, où mener l'ECMO néonatal en attendant les Vassan? Cette fois, il était hors de question d'aller en réanimation adulte. Notre Xenios ou notre Rotaflow, comme expliquait Yael, n'ont pas l'autorisation de vol sur nos vols commerciaux. Nous, on vole comme l'océan Indien sur 777 ou bien sur Airbus A350 de Air Caraïbes. Nos groupes thermiques n'ont pas l'autorisation de vol. Notre procédure totale nous prend, on a 8 heures de vol, 12 heures de procédure. Et faire une ECMO pédiatrique à 3 kg sans groupe thermique nous posait le problème de l'hypothermie, qui est un problème majeur. La constitution de l'équipe de transport, où il fallait qu'on allie une compétence néonatale et la compétence ECMO de notre UMAC. On s'est rendu compte qu'en attendant l'équipe de notre UMAC pédiatrique, il n'y avait pas la compétence d'hémofiltration pédiatrique en réanimation néonatale et cet enfant s'est rapidement mis en insuffisance rénale aiguë. Donc, on s'est tourné vers les vols privés et là, on a été confronté au problème de coûts et des autres problématiques sur lesquelles je vais revenir. Bien sûr, il nous a semblé évident du problème de la formation des équipes de réanimation pédiatrique médicale et paramédicale et de la formation des équipes de transport. Face à tous ces problèmes pour cet enfant en particulier, on s'est tourné vers la solution du vol privé, société Medicare avec qui travaille Trousseau. On a demandé un devis qui était entre 120 et 150 000 euros. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. Et il devait prendre Pierre-Louis à Paris et venir avec un kit d'hémofiltration pédiatrique
Malheureusement, notre implantation avait été un peu tardive, on a eu des complications neuro et on a annulé la mission alors que Pierre-Louis roulait vers l'aéroport, je crois. Ensuite, dans ce chemin, face à toutes ces problématiques, on a commencé à former les équipes. D'abord à l'hémofiltration pédiatrique en réanimation pédiatrique, et ça a été la première collaboration entre les équipes de réanimation de chirurgie cardiaque et de réanimation pédiatrique, avec l'aide des formateurs Baxter. Ensuite, on continuait à avoir des indications d'ECMO, mais à cette époque-là, on continuait d'évassaner. C'était évident pour nous qu'il fallait évassaner à Trousseau. Là, c'est un grand, branché sur Guyanais, branché sur la cardio-help, donc évassane sans problème à Trousseau. On continue de se former et on crée un DU infirmier spécialisé en suppléance d'organes et en pathologie cardio-thoracique, et on fait de l'entraînement d'équipe par simulation haute fidélité sur les mannequins Simman d'abord, du procédural pour nos équipes avec nos perfusionnistes. Et j'ai entendu les Marseillais parler de leurs perfusionnistes. Nous aussi, ils sont au centre et au cœur du programme avec nos chirurgiens cardiaques. 2018, une petite de 4 kg qui fait une bronchiolite surinfectée à pneumocoque. Elle évolue vers des critères d'implantation. On l'implante sur la Rotaflow et on est content parce que nos infirmières qui ont été positionnées sur le DU quelques jours plus tard peuvent être positionnées sur notre première ECMO en réanimation pédiatrique. On se retrouve dans une situation où on est branché sur la Rotaflow avec un débit à 400 millilitres. Donc, on est en incapacité technique d'évassaner sur les vols commerciaux. Donc, cette fois, on prend le problème à l'envers. On essaye de faire venir à nous les experts plutôt que de transporter le patient. Et on appelle nos amis du club ECMO pédiatrique qui, malheureusement, sont tous occupés. Jérôme Rambaud attend la naissance de sa deuxième fille. Du coup, Pierre-Louis est seul dans le service. Philippe Moréa fait son DU de cardiopathie congénitale. Philippe Després est seul en Guadeloupe. On doit se débrouiller. Et on doit apprendre à se débrouiller par télémédecine avec nos amis. Et on l'explante au bout de 7 jours et ça se passe très bien. On est à la fin de 2018 et c'est notre premier succès local, je dirais. 2019, mois de février, on doit réaliser notre première UMAC pédiatrique régionale. Nous sommes appelés pour un enfant de 4 kg qui fait un SDRAS sévère sur une grippe A. Ils appellent à Trousseau en pré-mortem quasiment, après une ventilation ultra-invasive en défaillance multiviscérale avec des barotraumatismes. Ils appellent à Jérôme Rambaud en lui disant qu'il n'y a pas d'UMAC pédiatrique aux Antilles. Donc là, vous parliez tout à l'heure du problème de communication et de connaissance des équipes entre eux. Jérôme nous appelle et on fait partir une équipe UMAC inédite dans l'histoire de notre UMAC qui associe chirurgien cardiaque, perfusionniste et pour la première fois réanimateur pédiatre. Réanimatrice en l'occurrence. À l'arrivée, c'était un appel tardif. L'enfant est en arrêt cardiaque sur un pneumopéricarde compressif. Ils drainent, ils implantent. Ensuite, ils drainent le pneumothorax compressif. Et ils ramènent avec Dragon, qui est notre mode d'intervention sur la Guadeloupe. 45 minutes de vol. Dans des conditions qui sont assez bonnes. Voilà, l'importance du NIRS pour ces transports néonataux sous ECMO, évidemment. Ça, on fait tous le même chemin. Alors, on se trouve avec cet enfant et pour nous, on s'oriente vers un sevrage d'ECMO long et difficile, ce qui est pour nous une indication en soi d'évassane. Et on décide de l'évassaner à Trousseau, mais ça nous est à chaque fois rendu impossible par des saignements péricardiques et des tamponnades répétées qui nous obligent à retourner au bloc de chair cardiaque, rédux puis tridux de sternotomie pour des décaillotages. Et à chaque fois, nos départs sont annulés. Alors, on doit se résoudre à mener notre affaire sur place. On convertit en hybride, puis en véno-veineux, et on mène notre sevrage et on se résout à mener notre affaire sur place avec le coaching quotidien de notre UMAC pédiatrique référente. Et on découvre une dernière et nouvelle problématique qui est celle du leadership, puisqu'on doit mener cet ECMO par un leadership tricéphale, c'est une ECMO team qui associe le réanimateur pédiatre, l'UMAC avec les chirurgiens cardiaques, les perfusionnistes et les anesthésistes de chair cardiaque, et l'UMAC pédiatrique référente de Trousseau. Ça n'est pas la moindre des problématiques. On mène notre sevrage comme d'habitude, en ventilation NAVA, en alternant les décubitus ventrales. Et on aboutit enfin à un sevrage au bout de 51 jours d'ECMO. On explante. Malheureusement, c'est un enfant qui aurait été implanté trop tardivement et qui ne sera pas sevrable de sa ventilation mécanique malgré la trachéo.
on a quand même fait du chemin. On arrive pour la 2e année de notre DU de formation infirmier. Cette fois, on y inclut de l'ECMO pédiatrique avec des mannequins haute fidélité pédiatriques, les Sim Baby. On fait de l'ECMO pédiatrique, de l'accidentologie, de l'hémofiltration pédiatrique avec nos perfusionnistes, nos infirmiers de réanimation pédiatrique. Puis vient le mois de mars 2020. Le club d'ECMO pédiatrique est annulé. Une nouvelle fois, nous, on organise les journées martiniquaises d'ECMO pédiatrique avec un médecin de trousseau perdu au Canada, que vous voyez là à droite, qui est descendu nous voir pour l'occasion. Et on fait encore de la simulation de fidélité. Cette fois, on y inclut la problématique du transport avec nos équipes de SMUR et nos IAD de SMUR. On s'entraîne à conditionner des ECMO pédiatriques, à les transporter. On fait du scénario haute fidélité en transport. Ici, un scénario d'arrêt de pompe et d'arrêt cardiaque dans un VSL en route. Notre ami de trousseau nous explique comment ne pas mettre en ECMO. Il échoue puisque 3 jours avant, on a dû implanter une petite de Saint-Martin venue via la Guadeloupe, ancienne grande préma à 25 semaines, qui a enchaîné les PAVM sur une probable sténose trachéale séquelaire de sa réanimation néonatale. Elle a un SDRA ultra sévère, 0 compliance. Une nouvelle fois, on s'oriente vers un sevrage d'ECMO long et difficile, ce qui représente pour nous une nouvelle fois une indication d'Evasane, et aussi pour la chirurgie orale spécialisée qui doit se faire à Robert Debré. On est sur CardioHelp, donc on est en situation technique de l'Evasané. Malheureusement, on est en pleine crise Covid et toutes les réanimations pédiatriques sont bloquées à Paris. Alors, on doit se débrouiller. Notre ami canadien, lui, toutes les frontières sont bloquées, donc est coincé sur l'île de la Martinique. Et donc, il est contraint de rester avec nous pour nous aider à mener cet ECMO. On aboutit à un sevrage au bout de 21 jours d'ECMO. Et on peut l'Evasané enfin à Robert Debré après la crise Covid, où elle bénéficiera de dilatation trachéale et rentrera chez elle à Saint-Martin. Au total, notre bilan depuis 2017, c'est 11 ECMO, dont 2 ECPR, qui peuvent être analysés à part, également des appels un peu tardifs. Toutes des indications respiratoires, sauf une, myocardiopathie dilatée, qu'on a mis sous ECMO pour lui faire accéder au Berliner Tannecker. Voilà. Sur les 9, si j'avais exclué mes 2 ECPR, on a 6 évolutions favorables, 7 ECMO sevrés, et une à qui on a permis d'accéder à Necker, mais qui sera décédée là-bas. Donc 11 ECMO, notre âge moyen est de 2 ans, ça ressemble pas mal à vos séries, le poids moyen de 10 kg, ça représente 103 jours d'ECMO, 3 Evasanes transatlantiques et une UMAC régionale en Guadeloupe. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2017, on permet aux enfants de la région d'accéder à la technique ECMO pour des indications ultra utiles comme les inhalations méconiales, les SDRA, les grippes, les bronchiolites, les myocardites. Ici, 2 succès d'inhalation méconiale qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on a mené sur place, l'une en 2019 et l'une en 2020. Alors, si on se résume nos problèmes techniques, des problèmes, des solutions. Donc, juste pour rappeler, nous, nos interventions régionales se font sur la Guadeloupe par les Dragons et les transatlantiques, comme les Réunionnais, avec exactement la même procédure que sur Air Austral. Nous, c'est Air Caraïbes sur des A350 ou Air France sur les 777. Et notre installation est la même qu'a expliqué Yael et Renaud, donc je ne reviens pas dessus. Et les interventions Guyane, qui est à 1500 km, se font en général avec le CASA militaire. Ouais, on voit à droite là, notre perfusionniste Zélie dans le CASA. Alors, premier problème. Pas d'autorisation de vol, comme expliquait Yael, pour la Xenios ou la Rotaflow, qui sont les circuits pédiatriques. Donc, le seul autorisé à voler, c'est notre circuit CardioHelp, le Quadrox 5.0, sur lequel on a branché des lignes en un quart, ce que fait tout le monde. Du coup, la limite devient discriminante pour les enfants de 8-10 kg. Pour les débits, alors il est validé à 500 ml, mais bon, on a à plein débit de débit cardiaque, on est en dessous d'1 litre par minute, on a un problème pour une procédure de 12 heures.
Alors, comment faire? Eh bien, obtenir l'autorisation de vol auprès des compagnies aériennes. Je pense que Michel Clérel peut-être nous écoute, il va pouvoir nous répondre et je pense qu'on va pouvoir avancer rapidement sur ce point-là cette année. Attendre l'oxygénateur pédiatrique de maquette, ça peut-être Éric Després nous écoute, on a arrêté d'attendre. Les compagnies privées, évidemment, c'est une solution. La problématique, c'est le coût. On est entre 120 et 150 000 euros. Et le deuxième problème, c'est le poser aux Açores, puisque les avions, ici, c'est la flotte de Airlec à Bordeaux, qui sont très bien équipés. Ils ont une CardioHelp, ils ont des iStat, ils ont des Hamilton T1. Mais il y a un posé aux Açores sur leurs avions. À part ça, ça n'a que des avantages. La problématique majeure, c'est l'autorisation de vol des groupes thermiques et la lutte contre l'hypothermie pour du transport néonatal sous ECMO pendant 12 heures. Alors, obtenir l'autorisation de vol des groupes thermiques, on va y travailler. On verra si c'est possible. Ce n'est pas sûr que ce soit possible. Actuellement, on travaille l'isolation thermique de nos lignes, de nos tubings. Ici, c'est la petite qu'on a envoyée à Necker. Donc, vous voyez les lignes là, qui sont isolées. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les blocs chauffants de nos couvertures thermiques chimiques, là, que tout le monde connaît. Et on utilise ça autour de nos tubings, qu'on isole avec les trucs que je vous ai mis là. Et ensuite, on a travaillé nos installations pour faire courir le maximum de lignes de tubing dans la couveuse. La problématique de l'humidification des gaz inhalés, ça c'est majeur sur de la néonate. Donc actuellement, on humidifie avec nos aérogènes ultrasoniques un sérum physiologique réchauffé à température couveuse. On garde ou pas le fèche selon nos installations et on est en train d'importer des blocs électriques 110 volts pour monter sur nos MRC 850 de Fischer-Paykel pour avoir une vraie humidification. Sinon, il y a ce dispositif spécial Neonat Westmed qui est à importer des États-Unis. Là, les problèmes sont les problèmes d'importation de douane. Problématique, c'est d'équiper le SAMU avec du matériel correct de transport néonatal. Donc ici, une bonne couveuse de transport. Ici, on voit le ventilateur Hamilton spécialisé en néonat, que vous avez à Mayotte et à La Réunion. Le NIRS pédiatrique. Voilà, ici, on voit nos vieux nonins adultes de nos salles de chirurgie cardiaque qu'on est obligé d'emprunter pour nos transports. La biologie délocalisée, l'iStat, Airlec a des iStat en transport, nous pas encore. On vient de les acquérir pour tout dire. Et des échographes de transport de bonne qualité qu'on vient d'acquérir également. Les scopes multicours. La constitution de l'équipe, puisque là, on doit regrouper les compétences de la réanimation pédiatrique et néonatale pour une durée pour des procédures de 12 heures, ou même pour les interventions régionales. Il faut un réanimateur pédiatre. Là, je rejoins ce que disaient les Marseillais. Et les compétences ECMO de notre UMAC. Et les transporteurs, le SMUR. La formation des équipes, on en a beaucoup parlé, Yael en a parlé, on voit tous que c'est au centre du problème. Donc on travaille à ça avec de la simulation de fidélité et le besoin de mettre en place un programme de formation comme l'a bien décrit Yael, ce qu'ils ont fait à La Réunion. Voilà, la question du leadership, voilà, je vois que tout le monde met en photo ces perfusionnistes parce qu'on sent qu'ils sont au cœur du sujet. Il faut réussir à faire communiquer tous ces gens. Les réanimateurs pédiatres, les anesthésistes, les perfusionnistes, l'UMAC pédiatrique référente à Trousseau, les chirurgiens cardiaques, les cardiopédiatres. Voilà, en conclusion, dans notre chemin, on a évolué sur le rôle d'une UMAC pédiatrique vis-à-vis d'un centre isolé, puisque aujourd'hui, on n'attend plus d'eux qui traversent l'Atlantique pour venir chercher un enfant et le ramener avec un devis de 150 000 euros. Aujourd'hui, notre UMAC pédiatrique, on attend d'eux un rôle consultatif en télémédecine. On déplace maintenant les experts vers le malade et non l'inverse. Et on attend de notre UMAC pédiatrique une aide à former régionalement et localement et à entraîner nos équipes. Voilà. Petite dédicace spéciale à François Barbotin qui nous écoute. Bah, bravo. Hein. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci. C'est très, très impressionnant, l'inventivité. Elle est dans les territoires d'outre-mer, clairement. Hein. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. Docteur Clérel, voulez-vous que je vous donne quelques indications sur les problèmes aéronautiques? Oui, avec plaisir. Allez-y. Allez-y.
Oui, alors, comme vous le savez, on a participé, et moi j'étais l'anesthésiste réanimateur qui a demandé toutes les autorisations à la DGAC en 2011. Je suis en relation avec le Trousseau pour essayer de faire des transports pédiatriques. Je vais vous dire tout de suite que rien ne s'y oppose, sauf qu'il faut, dans une cabine d'avion civil, il ne faut pas plus de 2 containers de 3200 litres. Donc, je ne sais pas si cela vous sera suffisant. Et j'ai une contingence très forte, c'est de brancher sur les lignes de l'avion vos réchauffeurs. Car vos réchauffeurs, au bout d'un certain temps, demandent une énergie assez importante et font sauter les breakers dans le cockpit, ce qui me pose d'énormes problèmes relationnels avec les personnels navigants techniques. Mais jusqu'à maintenant, on a réussi, je crois, une quarantaine d'ECMO adultes avec le SAMU de Fort-de-France. Je suis prêt, moi, à donner mon feu vert sur toutes les compagnies où je suis médecin conseil. Et je suis médecin conseil sur 3 compagnies, c'est-à-dire Corsair, Air Caraïbes et maintenant French Bee. Donc French Bee peut vous être utile, Air Caraïbes vous le sera. Il y a aussi une contingence qu'il faut savoir, c'est les nouveaux avions. Il faut faire des essais. Il faut faire des essais pour placer la civière et éviter ce que l'on a vu en vidéo tout à l'heure. Voilà. Mais je reste à votre disposition. Tout le monde connaît mes coordonnées. Et si je peux vous aider, je le ferai. Merci de votre intervention. Oui, je vais revenir vers toi, Michel, très vite. Merci. À toi, Nadir. Nadir, un petit commentaire juste. Ouais, parce que, en tout cas, merci pour ces 3 topos. C'est assez époustouflant ce que vous avez tous les 3 présenté en termes d'inventivité, en termes de déploiement de programmes locaux. Quand on voit à la Martinique ce que tu fais pour la simulation, je pense que c'est nous qui allons venir chez toi nous former à la simulation, et je ne dis pas ça en plaisantant. Donc, c'est assez extraordinaire et je suis tout à fait d'accord avec tes dernières conclusions, François, et on a évolué avec ça. Aujourd'hui, il ne faut pas déplacer un patient s'il n'y a pas une indication particulière. Il ne faut pas déplacer un patient sur 8000 km. Comme l'a dit Renaud, les parents ne peuvent pas suivre. C'est un déracinement pour les familles. Si le patient décède, sans sa famille, c'est la catastrophe. Il faut faire exactement, à mon sens, cette démarche-là, c'est-à-dire de déployer des unités localement qui vont pouvoir prendre en charge les patients en ECMO, avoir des centres de référence en fonction des compétences dont on a besoin, et puis peut-être screener, c'est peut-être là, peut-être screener quelques patients qui auront besoin d'un transfert, comme on peut le faire sur la métropole quand on a besoin d'une expertise sur un foie ou qu'on a besoin d'une expertise particulière. Mais ça ne peut pas être l'intégralité de ces patients. Il faut bien sûr les prendre en charge localement. Et je pense que les programmes que vous avez développés vont tout à fait dans ce sens-là et montrent des résultats qui sont à l'évidence très, très positifs. Merci beaucoup, Pierre-Louis. En effet, quand on voit nous, enfin, en tout cas moi à Bordeaux, pour je me considère maintenant, en ayant vu ces présentations, comme un espèce d'enfant gâté pourri, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qu'il faut souligner, c'est que, pour résumer un peu le propos, c'est que vous avez un volume d'activité qui est relativement faible, le volume d'ECMO, et pour autant, vous arrivez par la force de la conviction à former vos équipes à la hâte, très fort et très vite, pour avoir finalement des résultats qui sont excellents. Je veux dire, de la mortalité dans ces indications, quand on regarde le registre ELSO, il y en a toujours, il y en a pas loin de 50%, il y en a peut-être 40%, ça dépend des séries, ça dépend des indications, ça dépend de la néonat, de la pédiatrie, mais en tout cas, respect, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, parce que vous avez un programme de formation que nous, en métropole, ici, enfin, on n'a pas, hein, clairement, hein, parce qu'on a d'autres peut-être modalités de formation avec le volume d'activité, avec l'histoire des services et les choses qui sont en route, mais en tout cas, votre
votre stratégie de formation, elle est inspirante. C'est-à-dire, on devrait tous s'en inspirer et elle est ultra efficace parce qu'elle porte ses fruits en très peu de temps. En peu de temps, vous arrivez à former, à être performant en partant de zéro, en fait. Et rien que pour ça, bravo, quoi. Bravo et respect. Et puis voilà, rien de plus à dire. Ça met l'accent surtout sur la formation, ça c'est Absolument. indispensable. Et peut-être l'impact, François, tu peux peut-être nous donner quelques mots en plus sur son programme de simulation qui a l'air absolument incroyable, avec du matériel adapté, etc. C'est quoi ton retour sur ce programme de simulation depuis que tu l'as mis en place? Le retour de qui? Des équipes? Ouais, des équipes et toi et l'équipe de formateurs. L'évaluation du programme de formation par simulation, en gros, quoi. Sur l'évaluation du programme? Oui. Ouais. Bon, on n'a pas. Nous, l'évaluation, comme je vous ai montré, finalement, elle se fait directement sur le terrain, hein, parce que on a le retour sur investissement directement sur les patients. Donc, c'est là qu'on voit clairement les gens qu'on a formés, les gens qu'on n'a pas formés. Après, nous, on se fait aider par des intervenants extérieurs pour la simulation, d'ailleurs, qui interviennent à Bordeaux de temps en temps. Voilà, c'est Morgane Jaffrelot qui vient pour la pédagogie par simulation. Donc là, on se fait aider. Et voilà, on a des très bons retours des gens qui y participent. Après, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et on est limité en nombre de participants par rapport au volume d'équipes qu'on doit former. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'aussi le programme là, que montrait Yael, qui est gradé et qui permet de toucher sûrement plus de monde, est vachement intéressant aussi, je trouve. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de méthodes dans tout ça, ce qui est un gage de qualité. Je pense qu'il y aura à terme une session peut-être Arcotova Outre-mer, où les métropolitains ils iront chez vous pour faire un petit peu de simulation. Enfin, moi, à titre personnel, je suis hyper intéressé. J'aurais une petite question pour les équipes de l'océan Indien. Si j'ai bien compris, Mayotte, à terme, va transférer ses petits-enfants vers la Réunion. Est-ce que du coup, la Réunion prévoit d'élargir son cadastre en termes de réanimation pédiatrique parce que ça peut potentiellement impacter énormément votre activité? Il est prévu… Ouais. Ouais. Vas-y, Yael. Ouais. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Très bien. Oui, il est prévu qu'il y ait une augmentation du nombre de lits de réanimation pédiatrique, puisque là où se situe la réanimation pédiatrique, c'est temporaire, elle va déménager, il y aura 18 lits, donc 4 lits de réanimation cardiaque congénitale dédiés à cette activité. Et à terme, il y a un bâtiment qui est en projet, effectivement, un bâtiment mère-enfant, pour lequel, du coup, il y aura tout un plateau technique de réanimation pédiatrique et réanimation cardiaque congénitale qui est prévu, du coup, dans les années à venir. Ok. Bon. On va peut-être enchaîner, Nadir. Ouais, juste un point, 2 secondes. Moi, je voulais insister sur un point particulier, c'est le coaching à distance qu'on a pu faire, Pierre-Louis, par exemple, et moi, et d'autres, certainement. C'est les moyens actuels de communication. Si on se met 20 ans en arrière, tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que le coaching qu'on a pu faire sur des équipes qui débutaient, qui étaient vraiment dans les prémices de l'ECMO et avec beaucoup d'incertitudes. Le fait qu'il y ait des gens expérimentés qui puissent les assister en direct, quelle que soit l'heure, ça change tout, parce qu'à ce moment-là, c'est des médecins qui sont déjà très performants. Je pense à François, je pense à Renaud, je pense à tous ces médecins-là. Il suffit qu'ils aient juste la confiance dans le geste de la part d'un expert qui a beaucoup plus de recul là-dessus, et ils peuvent faire les choses. Et je trouve que les moyens actuels ont permis ça. Bon, après, ils ont décollé et volé bien au-delà de tout ça, puisque ce qu'ils font maintenant tous est remarquable. Mais vraiment, ce qu'on a, puis l'exemple d'aujourd'hui, vous voyez, là, on voit toutes vos têtes, Mayotte, les Antilles. Vous voyez que c'est très simple et on voit que la formation, maintenant, elle est accessible à tout moment. Et pour les patients, ça rapporte quelque chose, quelques souvenirs d'ECMO où je pense que les discussions qu'on a eues tous ensemble ont fait que ça a marché. Moi, je suis vraiment épaté de ça. C'est vraiment un progrès
majeur. Moi, je me rappelle Philippe Moria. Je t'ai appelé un samedi soir en mars 2014 à 11h30 du soir sur ton portable personnel qui m'avait été filé par un réanimateur perpignonais. Oui, il est là. Ah, bah, salut Sébastien. Salut. Et on m'avait dit, il faut surtout pas implanter cet enfant. Et toi, tu m'as dit tout le contraire. Et j'avais dit, mais on n'a pas de canule pédiatrique. Et tu m'as dit, mais t'en fais pas, on va s'en sortir. Et 3 semaines plus tard, cet enfant avait été explanté. Et Asufoudine va bien, il est à l'école maintenant, il doit avoir maintenant 10 ans. Et toute l'équipe te remercie de ta disponibilité. Non, mais ça, effectivement, c'était des téléphones. Ah, bah si. On peut le dire, Philippe Moria a inventé la télémédecine. non, il y en a d'autres. Philippe, non, c'est vrai, hein, parce que tout ça, nous, on ne le ferait pas sans vous. Donc, c'est vrai que ce rôle d'expertise à distance, en fait, il est totalement vital. C'est vrai que l'histoire de Renaud, et on nous avait donné juste un téléphone portable. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Philippe, en nous disant, appelez ce gars-là, il s'y connaît un ECMO pédiatrique. Et c'est la question qu'on lui a posée quand on l'a appelé. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'insistais vraiment sur le rôle de l'UMAC pédiatrique à distance. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que finalement, vous avez beaucoup apporté, plus qu'en montant dans des avions finalement. Oui, mais un cercle d'experts comme ça que vous pouvez contacter n'importe quand, ça vous donne la confiance et vous y allez, vous le faites d'ailleurs. Et même quand les conditions font que vous ne pouvez pas faire des Vasan, vous êtes coincé, comme vous l'avez tous expliqué, on peut vous guider et vous êtes les effecteurs avec beaucoup d'expertise, de technique et vous le faites. Comme quoi on peut le faire. Et je rajouterais, je suis totalement d'accord avec toi. Et comme quand on parlait au début de ce club ECMO sur l'UMAC et sur la régulation, oui. Les experts, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées sur les centres qui appellent plus tôt. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on peut en discuter beaucoup plus tôt des indications. Et les moyens de communication ont vraiment changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp. Quand on a un appel et qu'on a une indication à poser, on vous envoie la radio. On vous envoie les courbes, on vous envoie même s'il y a eu des cours pulmonaires, un scanner. Ça a changé notre vie quand nous, on a un avis à donner et ça a changé pour le patient. C'est-à-dire qu'on est capable de donner quelque chose de beaucoup plus adapté parce qu'on est avec la collaboration beaucoup plus fine. Bien sûr. Qu'il y a encore quelques temps, c'était compliqué. Comment ventiler le patient? Je ne me rends pas bien compte. Toi, tu l'as au bout du fil, tu m'expliques. Mais je me fais… Maintenant, ça a vraiment changé et je pense qu'on peut continuer à faire de la télémédecine de pointe en échangeant sur les bilans biologiques, etc. Je pense que tout le monde est aussi, dans ce cadre-là, tout le monde est gagnant dans cette participation. Oui, on arrive à avoir de la vidéo en direct du patient, en même temps qu'ils nous font le compte-rendu du patient, ils nous le montrent en vidéo, ça change tout. Le fait de voir le patient et de voir comment tourne la pompe et de voir l'hémodynamique, ça change tout et on peut avoir un œil adapté et c'est utile pour les patients, c'est clair. Absolument, mais je vais devoir te couper la parole, monsieur Philippe Moria. On a pris du retard, mais la discussion, toute cette présentation, c'est tellement passionnant qu'on en discuterait encore toute la soirée. On va passer la parole à Jérôme Rambaud.